Toutes et à tous, bienvenue dans cette Agora d'Azimut, le tiers-lieu qui a été conçu pendant tout ce congrès, conçu avant le congrès, mais qui a vécu pendant tout le congrès et qui a été conçu par Laura HLM. C'est le dernier débat de cette Agora où, depuis l'ouverture du congrès, nous explorons divers enjeux liés à la ville de demain. Et là où nous allons parler aujourd'hui des enjeux du développement technologique, du service et de l'innovation. Où on en est aujourd'hui dans le logement social, comment mieux répondre aux mutations du monde contemporain, comment répondre aux attentes des habitants, à l'évolution des modes de vie, comment optimiser les services, faciliter leur accès, comment prendre en compte dans tous les domaines les enjeux climatiques et environnementaux qui ont été aussi un fil rouge de l'ensemble des débats qui ont eu lieu pendant ce congrès. Alors sur toutes ces questions, il y a des réponses, des expérimentations qui sont portées dans des collaborations entre les bailleurs sociaux et les start-up. Et on s'arrêtera bien sûr sur cette configuration de travail en commun entre bailleurs sociaux et start-up, avec un premier échange pour nous éclairer sur à la fois des retours d'expérience, sur ce qui se fait depuis quelques années. Et puis nous verrons 3 exemples très très concrets de travail en commun entre bailleurs et start-up. Et à l'issue de cette heure de débat et de présentation, il y aura ici 1 heure de speed meeting. Pour les amateurs de classiques du cinéma, on peut parler de brèves rencontres aussi, mais en tout cas de speed meeting entre des startups qui présenteront leur travail, leur innovation et des bailleurs sociaux de façon à continuer à tisser ce travail en commun. Alors pour éclairer ces enjeux, à mes côtés, Véronique Velez, responsable innovation et prospective à l'USH, Patricia Dudonné, présidente d'Apsys, les bailleurs sociaux de l'Isère, et directrice générale de la SDH, la Société dauphinoise pour l'habitat. Blandine Calcio-Godino, responsable du pôle écosystème et développement à la Banque des Territoires. Et Arnaud Ménard, directeur associé d'Impulse Partners, qui, vous nous l'expliquerez tout à l'heure, rassemble de nombreuses startups. Et puis, bien évidemment, vous qui êtes là, et vous qui allez nous rejoindre, je n'en doute pas, tout au long de ce débat, vous avez la possibilité d'intervenir et de poser des questions. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec vous, Véronique Velez. On a le sentiment d'une innovation permanente dans tous les domaines du logement social. C'est pas forcément toujours reconnu à l'extérieur. Pourquoi cette nécessité d'innover pour répondre à quels besoins, à quelles attentes en particulier des locataires ? Bonjour, je crois que effectivement l'innovation, ça fait partie un peu de l'ADN du logement social et c'est vrai que ça peut se retourner des fois contre soi, c'est-à-dire qu'on peut dire ah bah, vous êtes un peu trop innovant ou sur les aspects architecturaux, au bout de quelques années, on peut des fois se poser des questions. Mais globalement, c'est aussi un terme à la mode depuis plusieurs années. Les innovations foisonnent et je pense aussi que c'est une nécessité par rapport aux transformations et par rapport aux enjeux qu'on vient de voir là sur tout le congrès et sur notamment la transition énergétique, sur la transition bas carbone, et c'est même plus qu'une transition, c'est une révolution, sur les enjeux de massification, de construction. Alors moi je suis plus sur les aspects innovation technique. Mais globalement l'innovation technique, elle doit servir l'usager final, elle doit servir l'habitant pour lui apporter un service ou un produit qui est peu ou mal desservi jusqu'à présent. Et voilà, l'usager, ça peut être aussi l'exploitant ou le gestionnaire, la gestion locative. Hein, c'est pas forcément uniquement l'habitant. Pourquoi dans ce souci d'innovation, d'amélioration des services, pourquoi est-ce que vous vous tournez maintenant quasi systématiquement vers les startups ? Alors c'est vrai, on a un partenariat avec un accélérateur de start-up donc, que représente Arnaud ici, qui s'appelle Impulse Lab. Parce que globalement, le modèle dominant d'innovation, c'est celui des startups. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que les startups qui innovent, pas du tout, mais c'est quand même le modèle dominant. Et du coup, on voulait s'ouvrir à cet écosystème que les bailleurs ne connaissaient pas il y a quelques années. Et on avait besoin d'acculturation, besoin aussi de faire connaître les besoins des bailleurs pour que les startups nous apportent des réponses rapides, d'agilité, sur des points bloquants sur lesquels on n'arrivait pas à trouver de solution. Alors, justement, Arnaud Ménard est avec nous, donc Impulse Partners. D'abord, est-ce que vous présentez la démarche d'Impulse Partners et ensuite on verra quel retour d'expérience vous avez précisément du travail avec les bailleurs ?
Oui, avec plaisir. Bonjour, merci beaucoup. Je voudrais remercier Laura HLM également de nous donner l'opportunité d'échanger et de replacer aussi un regard aujourd'hui sur l'innovation, parce qu'effectivement, on en parle depuis un certain temps dans ce secteur, on en dit beaucoup de choses, mais c'est important de faire un état des lieux à date. Alors Impulse Partners, nous on est une société qui a été créée il y a 10 ans et ça fait maintenant 8 ans qu'on travaille avec le secteur HLM. On a monté effectivement un lab dédié au logement social avec l'Union Sociale Habitat, avec un certain nombre de gros bailleurs comme Arcade, 3F, etc. qui ont rapidement emboîté le pas en se disant il y a besoin dans ce secteur-là de trouver des innovations rapides et qui préfigurent peut-être des innovations beaucoup plus pérennes pour la suite. Et donc on s'est logiquement tourné vers l'univers des startups. Moi ce que je peux dire c'est qu'on a la chance aujourd'hui, donc depuis 7 ans, d'abord d'être présent au congrès HLM, d'être présent au village des startups. J'en profite pour féliciter toute l'équipe Impulse qui a permis à 26 startups de venir s'installer sur notre stand, une quarantaine de startups de l'écosystème qui se sont installées. Notre équipe les a bichonnées depuis 3 jours pour qu'elles soient dans les meilleures conditions pour échanger avec l'ensemble des bailleurs qui sont présents. L'écosystème Impulse Labs aujourd'hui, c'est 150 startups qui sont rentrés depuis 6 ans dans l'accélérateur. C'est plus de 21 partenaires, 22 partenaires maintenant, 3 nouveaux cette année, des bailleurs mais aussi d'autres acteurs de la chaîne de valeur. C'est important de le dire, des constructeurs, des promoteurs qui s'intéressent et parfois l'innovation se fait dans le lien entre les acteurs et pas forcément au cœur de métier. On évoquait l'univers startup. Il y a 3 ans, je pense, 3-4 ans, avec l'Union, on a sorti un petit guide qui permettait de casser les idées reçues entre le secteur HLM et le secteur des startups, enfin l'univers des startups. Il y a des idées reçues dans les deux sens. Les startups ont un peu peur de travailler avec le secteur HLM, marché public, complexité administrative, cadre juridique compliqué. Et puis, les secteurs HLM avaient un peu peur de travailler avec les startups au début parce que risque, c'est sympa, c'est intéressant, ça apporte une nouvelle façon de travailler. Ce qu'on observe peut-être, pour faire l'état des lieux, c'est que depuis 4-5 ans, les choses ont quand même évolué très très rapidement. Il y a eu effectivement 1 ou 2 ans d'acculturation, de prise en main. Certains bailleurs étaient très en avance, d'autres ont pris le temps de commencer à s'intéresser à la question. Il y a eu beaucoup d'expérimentations qui ont été lancées depuis 2-3 ans. Et donc un certain nombre de bailleurs ont structuré des démarches en interne de manière un petit peu exploratoire, ont tenté un certain nombre d'innovations dans le champ d'innovation technique, mais aussi dans le champ d'innovation sociale. Et là, on arrive à un moment clé où on se rend compte qu'il faut sortir de cette phase expérimentale un peu de tous azimuts. J'ai pas fait exprès de dire azimut, mais il faut surtout commencer à rationaliser l'exercice, faire un état des lieux, voir quelles sont les startups qui fonctionnent bien, quelles sont les collaborations qui ont bien fonctionné, et puis commencer à travailler interbailleurs. Je pense qu'il y a une clé aussi là-dessus. On y reviendra tout à l'heure. Je sais qu'il y a des très bons exemples qu'on va citer tout à l'heure. Il y a un vrai enjeu à agréger les solutions et à travailler entre bailleurs pour poursuivre la dynamique. Et un dernier mot, je fais court, mais un dernier mot sur l'univers startup. Effectivement, aujourd'hui, on identifie, et Impulse est beaucoup identifié sur l'univers startup, mais en réalité, on accompagne aussi les bailleurs dans leur structuration en matière d'innovation. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que les directions générales réalisent que l'innovation, ça n'apparaît pas simplement en rencontrant 3 startups et en mettant quelques personnes un peu smart dans l'équipe sur le sujet. Il faut s'organiser, il faut se structurer, il faut que les lignes de management intermédiaires soient sensibilisées à la question, soient même incentivées à la manière de travailler, à les intégrer. Bref, il y a une vraie organisation à mettre en place. Et ça, on a le plaisir de le faire avec un certain nombre de bailleurs. Et je pense qu'il faut que les bonnes pratiques se diffusent, il faut que d'autres s'y mettent. Et je sais que l'Union est très attentive, notamment dans le cadre des réseaux, à faire ce partage d'expérience. Voilà. Donc un état des lieux où il y a eu beaucoup de choses de mise en place, mais il reste un effort d'agrégation, de rationalisation et de diffusion. On reviendra justement sur les conditions de cette diffusion plus large de ces expérimentations et des conclusions qu'on peut en tirer. Juste une précision pour qu'on sache un peu de quoi on parle. Est-ce qu'il y a des domaines, je puis dire, dominants dans lesquels il y a des travails qui sont en commun? Est-ce qu'il y a des comme ça, on peut catégoriser les domaines dans lesquels ce travail s'effectue? Oui. Alors l'avantage, c'est qu'on arrive quand même à couvrir à peu près tous les enjeux des bailleurs. Donc on est sur des sujets de construction rapide, on est sur des sujets de rénovation. On en a beaucoup parlé pendant 3 jours, rénovation, massification. On est sur des sujets de cohésion sociale. On est sur des sujets de trajectoire carbone. Voilà, il y a d'énergie évidemment, et un sujet qu'on a beaucoup évoqué, sur lequel il faut qu'on soit très réactifs tous ensemble, c'est la notion de précarité énergétique dans les prochains mois. On est en train d'ailleurs de travailler, on en a discuté avec l'USH, à essayer d'identifier toutes les solutions qui peuvent être très rapidement mobilisables dans les prochaines semaines, dans le dialogue avec les locataires, dans la manière de réduire les consommations très rapidement, parce qu'on sait que les prochains mois vont être difficiles pour les locataires et pour les bailleurs en matière d'énergie.
Merci. Blandine Cassio-Godino, comment la Banque des Territoires peut intervenir dans ce domaine pour faciliter justement ce travail commun entre les bailleurs et les startups? Alors c'est vrai qu'on n'attend pas forcément la Banque des Territoires sur le sujet des startups. Donc effectivement c'était une bonne question. On a quand même un historique en fait avec l'univers des startups, un historique d'investissement depuis plusieurs années. On a en portefeuille plus d'une centaine quand même de corporate ventures avec un portefeuille qui est valorisé entre 250 à 300 millions d'euros. Dans des startups comme par exemple très largement pour le coup, alors moi mon propos va dépasser le logement social uniquement, par exemple Aquasis qui est une solution d'aide à la décision en fait dans le sujet de la gestion de l'eau, EcoVélo dans le sujet du vélo, Intent Technology qui est présent aussi je crois au congrès. Donc voilà, on a un portefeuille de startups dans lesquelles on investit. Au-delà en fait depuis quelques années on a travaillé en innovation ouverte avec ces startups dans le cadre d'un dispositif que j'ai mis en place avec mon équipe qui s'appelle le Lab des territoires. Et ce Lab des territoires, c'est justement comment est-ce qu'on va, je dirais, avec une vraie méthodologie, travailler avec des startups de la phase de émergence d'un concept, en passant par un prototype, par un MVP, donc un premier niveau de service, jusqu'à l'industrialisation de ce service. Et en fait, on a vraiment besoin de ces étapes-là, de cette méthodologie, pour derrière passer en phase d'industrialisation et de mise en marché de ces services. Pour donner des exemples concrets, on a travaillé sur le sujet de la rénovation énergétique, alors pas directement pour l'instant sur le sujet du logement social en innovation ouverte, mais sur le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments publics. Et on a travaillé sur un petit outil de sensibilisation déjà, parce que sur le bâti public, on n'a pas cette avancée, il faut le redire, cette maturité qu'on a sur le logement social en termes de rénovation énergétique. Et donc, on a d'abord un outil de sensibilisation des élus, des DGS, des directeurs techniques sur ce sujet de la rénovation énergétique qui est très simple, qui est, je montre sur une commune quelles sont les passoires thermiques en fait les plus visibles et je donne du coup envie d'aller sur ce sujet de la rénovation énergétique. Donc ça, c'est toute la dynamique d'innovation ouverte du coup qu'on met en place et qu'on déploie. Et puis au-delà de ça, pour nous aussi, il y a un vrai enjeu, effectivement, je rejoins complètement, de massification en fait de cette collaboration avec les startups. Et donc pour nous, ça se traduit à la fois par une meilleure connaissance des écosystèmes. Alors on a la chance de travailler nous aussi très régulièrement avec Impulse. Et au-delà de ça, en fait, on va sur un sujet donné cartographier un écosystème, notamment en s'appuyant sur des solutions d'intelligence artificielle qui nous aident à identifier sur un marché tous les acteurs innovants qui dialoguent sur un marché en tant que tel. Je pourrais préciser s'il y a des questions là-dessus. Et puis, donc il y a cette connaissance des écosystèmes. Et l'autre volet, c'est vraiment aller écouter les startups. Donc, on travaille avec un certain nombre d'acteurs, également par exemple avec Paris & Co, pour bien comprendre ce qu'elles attendent de la Banque des Territoires. Alors, hyper surprenant. Elles attendent d'abord de comprendre la Banque des Territoires, puisque en fait, quand on est externe à la Banque des Territoires, faut être clair, on comprend pas grand-chose. Donc, simplifier le discours, simplifier nos offres, simplifier nos programmes pour qu'elles puissent s'inscrire en fait dans ces programmes. Et l'autre demande, qui est pas non plus surprenante, c'est au-delà du financement, qui est pas forcément la seule demande, c'est vraiment d'être mise en relation avec nos clientèles, donc collectivités, organismes de logements sociaux, professions juridiques, etc. Et là, sur ces sujets-là, je vais pas trop détailler, c'est plutôt pour laisser les questions après, mais on a une double dynamique qui est à la fois déjà, on a créé un lieu physique, donc comme ici, exactement, dans nos locaux à côté de la gare d'Austerlitz, qui s'appelle, pour le coup non le Lab Subtilité, mais le Hub des territoires. Ce Hub des territoires, c'est donc un espace physique où on va recevoir nos partenaires, nos clients, pour justement les mettre en relation. On a besoin de ces lieux, on le sait, mais il faut vraiment le redire. Et également, on a besoin aussi d'avoir des échanges en ligne. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place une démarche de marketplace en fait en ligne pour mettre en relation toujours la même chose, ces startups, ces acteurs innovants avec nos clientèles. On reviendra sur ces questions, à la fois les outils comme ceux dont vous venez de parler, qui permettent de mieux connaître l'univers de chacun, Arnaud Ménard le disait, et puis sur ces questions d'industrialisation, de massification, comment effectivement on passe maintenant au-delà de l'expérimentation, mais à une échelle supérieure. J'en profite pour vous dire, vous qui êtes à l'extérieur encore de cette agora, n'hésitez pas à nous rejoindre pour ce débat sur le travail en
commun entre bailleurs et start-up autour de l'innovation, du développement technologique. Alors on va aller dans l'Isère avec vous maintenant, Patricia Dudonné, parce que Arnaud Ménard le disait aussi, vous tendez cette perche, il faudrait que les bailleurs soient plus nombreux à travailler ensemble. Vous, c'est l'expérience que vous avez autour de ces questions de l'innovation et du travail avec les start-up, de travailler en interbailleur. Oui, ça fait plusieurs années. Depuis 2017, on avait eu. Alors, on a indépendamment chacun des expériences et une tradition, une culture de l'innovation avec des hackathons, des réunions, des speed dating avec des startups. En 2017, on avait fait un travail très particulier sur l'innovation dans le logement avec l'INRIA. Et puis, on est allé un peu sur les mêmes constats que ce que moi je viens d'entendre là. C'est comment on passe d'une innovation qui a l'air sympa sur le papier à quelque chose qui est vraiment effective en termes de résultats pour nos locataires, mais également nous aussi sur nos résultats financiers. Comment ça peut avoir une vraie opérabilité avec ce qu'on fait déjà et pas quelque chose qui vient se poser au-dessus ou à côté. Et ça nous a amené, avec l'interbailleur Abscise, les 8 bailleurs qui constituent Abscise, à avoir une démarche beaucoup plus structurée par rapport à l'innovation. Et on a démarré cette année un travail partenarial avec la French Tech in the Alps Grenoble, en partenariat avec Minalogic et Grenoble Alpes Management. Et en fait, on a structuré notre démarche d'innovation avec trois temps: l'idéation, la scénarisation et l'expérimentation. Avec l'idée que sur l'idéation, il fallait choisir, définir nos besoins et dire en fait ce qu'on recherche c'est une innovation sur quelle thématique. Donc on a fait émerger 3 thématiques: l'autoconsommation, le confort d'été et les problèmes d'humidité. À partir de là, on s'est aussi donné un certain nombre de critères. Aussi pour rendre très efficients les résultats, parce que pour aller à la massification, il faut aller vers des solutions efficientes rapidement. Donc avec des critères qui étaient à la fois des critères de mise en œuvre plus faciles, de ce que j'ai dit, d'opérabilité avec ce qui existe déjà dans nos organismes, des résultats financiers réels pour nos locataires et pour l'organisme. On s'est mis un certain nombre de critères. Ensuite, on a travaillé la scénarisation. Là, la French Tech a été vraiment un outil, un partenaire extrêmement important pour nous, puisque on organise des meet-up au sujet sur ces 3 thématiques. Donc, on en a déjà fait 2 sur l'autoconsommation et le confort d'été, qui permet d'avoir un dialogue avec les startups et de définir encore mieux nos besoins et de voir quelle est la position des startups, qu'est-ce qui existe sur le marché et comment on avance. Et après, une fois qu'on détermine les startups à la sortie de cette scénarisation avec lesquelles l'interbailleur est prêt à travailler, on peut rentrer dans une phase d'expérimentation. Et je pense que cette structuration, elle est nécessaire, elle est indispensable, parce que si on ne passe pas par là, effectivement, le risque, c'est de faire de l'innovation comme un élément un peu exceptionnel de notre quotidien, et non pas ce qui doit être finalement le fil rouge de notre activité. De la même manière, si on veut être des partenaires pour les startups, il faut qu'on soit capable de construire des filières. Et pour ça, il faut qu'on soit capable de proposer aux startups non pas d'intervenir sur une opération pour un problème. On l'a fait il y a quelques années sur des questions, par exemple, de mode de chauffage ou autre. Et on intervient sur une résidence et on a beaucoup de problèmes de reproductibilité après de l'expérimentation. Donc cette façon de structurer, elle est extrêmement importante. Après, je rejoins un peu ce que vous dites, c'est la problématique qui peut se poser sur un interbailleur. Alors, il y a plein d'avantages. On est très lourd, on est très puissant, puisqu'on représente plus de 80 000 logements sur le département. Donc, quand on se met tous ensemble pour accompagner une expérimentation d'innovation, on est attractif pour les startups qui travaillent avec nous. Et puis, on peut aussi voir la réalité opérationnelle de ce qu'on met en œuvre. On est tous dans le même sens. On avait choisi un temps extrêmement court, 2021-2023, ce qui était très ambitieux, mais qui, à notre avis, est aussi un des éléments de réussite d'une innovation. Après, ce qui pourrait être un frein, je ne sais pas si on peut appeler ça, en tout cas une vigilance à avoir, c'est qu'effectivement, on est tous structurés différemment. Certains ont des services innovation dédiés, certains ont de l'innovation repérée dans certains services. Donc, il était aussi important d'organiser la gouvernance de l'innovation en interbailleur. Et c'est comme ça qu'on a décidé que le conseil d'administration d'Abscise serait le comité de pilotage.
Il y aurait un comité technique qui serait constitué des référents innovation de nos organismes qui suivraient les 3 thématiques de front. Et ensuite, il y aurait 3 groupes de travail techniques qui suivraient, eux, chacune des thématiques avec des référents identifiés dans chaque organisme. Et donc, ça monte et ça descend comme un ascenseur, comme un scroll d'ordinateur entre ces 3 instances. Et je crois que vraiment, le maître mot, c'est structuration, avoir vraiment 3 temps très dédiés, très consacrés, une gouvernance, et puis un calendrier qui peut être contraignant, on le voit aujourd'hui, il est contraint, donc contraignant pour nous dans l'application, mais en même temps, c'est comme ça qu'on fait vraiment de l'innovation. Parce que si on commence à se dire qu'on va faire de l'innovation avec un calendrier à 10 ans, on n'est plus innovant. Donc il faut qu'on bouge, quoi. Et c'est un enjeu et c'est un peu un défi qui n'est pas tous les jours simple, mais qui est extrêmement important pour nous. Et donc je pense que l'innovation dans le logement social, ça peut être ça. C'est-à-dire à la fois ce qu'on est individuellement avec une culture de l'innovation très forte et en même temps une capacité, et le congrès est un bon endroit pour le dire, où quand on se regroupe, on a une puissance de feu qui est extrêmement importante pour construire des filières, pour organiser l'innovation et pour la rendre pérenne et reproductible. Réaction à ce que Patricia Dudonné vient de nous présenter sur Apsys, Arnaud Ménard. Oui, bien sûr, mais d'abord c'est un très très bel exemple et bravo parce que vous avez réussi à faire quelque chose qui est déjà au sein d'une propre structure, pas évident. Le faire à plusieurs structures, c'est compliqué. Moi j'ai presque une question, c'est comment vous avez organisé? Est-ce que c'est au niveau des directions générales que les discussions se sont vraiment actées? Ça a été initié plutôt par des équipes. C'est intéressant de savoir comment ça s'est fait. Parce que le sentiment qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est qu'il y a encore chez beaucoup de bailleurs pour lesquels, dans les directions générales, c'est pas toujours très bien compris à quel point l'innovation peut être vraiment structurante. C'est gentil, ça, pour les DG. Non. Dans un certain nombre, c'est pas encore bien intégré, je pense. En revanche, tous ceux qui l'ont fait, qui l'ont bien intégré, ça fonctionne très bien et ça met une vraie dynamique. Donc, ça m'intéresse d'avoir ce retour-là. Alors, je crois que je l'ai dit assez rapidement en introduction, la particularité qu'avaient les bailleurs de l'Isère, c'est que effectivement, vous avez raison d'insister là-dessus. L'innovation, c'est une culture. Donc, ça veut dire que ça se décrète pas. On n'arrive pas un matin dans une salle en disant tiens, si on faisait de l'innovation, ça va nous changer un peu du quotidien. C'est pas tout à fait comme ça que ça se construit. Ça se construit dans le temps. Et l'ensemble des bailleurs de l'Isère avaient individuellement ont toujours des actions d'innovation technique ou sociale assez structurées. Et donc, Apsys, qui est une association interbailleurs très dynamique depuis très longtemps, s'est rapidement dit que le fait de porter en interbailleur était une solution. Je citais l'exemple des premières rencontres avec des startups qu'on avait initiées avec l'INRIA. Ça a été vraiment le démarrage de se dire mais on peut travailler, on travaille ensemble. Ça a permis aux startups de nous identifier non plus bailleur par bailleur, mais comme une branche d'activité importante liée au logement sur lequel ils pouvaient peser. Et donc à partir de là, c'est aussi dans les limites de cette première tentative où on s'est dit c'était bien, mais en même temps, si on structure pas mieux, si on n'a pas une gouvernance de l'innovation partagée, comme on peut l'avoir d'ailleurs dans nos organismes, c'est beaucoup moins efficace. Donc il est important, voire essentiel, de structurer la démarche, de s'appuyer sur des partenaires et ensuite d'organiser une gouvernance. D'où l'importance de French Tech, merci pour mon accent, de Minalogy, de Grenoble Management, école de management, mais aussi de Ternidis qui nous aide aussi sur un certain nombre de nos sujets. Donc d'aller chercher des gens qui sont le CSTB, qui nous aident aussi à structurer nos critères et nos besoins. Donc je pense que la structuration c'est extrêmement important. Aujourd'hui effectivement, quand j'insiste sur le fait que le pilotage il est assuré par le conseil d'administration d'Apsys, c'est qu'il est assuré effectivement par les directeurs généraux et les directeurs membres du CA et qui donc il est porté au plus haut niveau de décision des organismes et effectivement c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je pense que c'est quelque chose qui est depuis un moment installé chez les 8 bailleurs qui forment Apsys dans l'Isère. C'est pour ça qu'on a pu aujourd'hui se regrouper. Il faut du temps, il faut de la culture pour faire de l'innovation. Alors je pense que l'interpellation d'Arnaud Ménard, elle allait évidemment au-delà de l'Isère. C'est un grand mouvement, le mouvement HLM. Tout le monde n'est pas forcément au même niveau d'acculturation sur le travail avec les startups. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Véronique Velez, mais il peut y avoir effectivement, et je pense que c'était le sens de votre interpellation, encore des terrains à conquérir, on va le dire comme ça, à conquérir, pardon. Oui, il y a différents niveaux d'avancement, mais c'est vrai que quand on a des thèmes prioritaires où on peut rentrer aussi sur de la méthode et sur des irritants, par exemple, si vous avez identifié un certain nombre de thèmes, c'est d'essayer de trouver des solutions, mais sur un temps court. Et donc les startups nous apportent aussi
il y a tout un vocabulaire de l'innovation, hein, sur des sprints, sur des expérimentations. Donc ça, c'est intéressant et on avance comme ça, mais c'est pas forcément effectivement aussi clairement identifié que ce que vous avez présenté dans toutes les régions. En tout cas, à l'USH, nous, ce qu'on essaye aussi de faire, c'est d'avancer en anticipation de la réglementation. Donc on a, par exemple, sur le confort d'été, sur la gestion de l'eau dès la phase de conception des logements, sur les IRVE, donc les installations de recharge de véhicules électriques, on a un temps d'avance, on a déjà fait des études, on les publie, on les diffuse, on travaille avec des organismes là-dessus, pas forcément tout le temps avec des startups, hein, avec tout un écosystème aussi d'innovation. Et on le diffuse et on a des éléments sur lesquels s'appuyer pour faire des propositions sur aussi les projets de loi. Voilà. Arnaud Ménard, qu'est-ce qu'il faudrait maintenant pour passer à l'étape supérieure, notamment en termes de connaissances mutuelles, de diffusion de tout ce qui a été déjà fait depuis ces 4, 5, 6 dernières années ? Déjà, je pense qu'il faut poursuivre le travail de recensement parce qu'il y a des initiatives comme celles que vous portez qui ne sont pas forcément connues et qui sont des très belles références et des bons... voilà. Alors après, chaque territoire, chaque bailleur a sa culture, son mode de fonctionnement. Donc il ne s'agit pas de dupliquer ce que vous avez fait partout sur le territoire. Enfin, déjà, le faire connaître, montrer que ça fonctionne, ça marche. Je ne cherchais pas à être désobligeant avec les directions générales, je cherchais à être un peu provocateur volontairement. Je vous en veux pas. Mais surtout que dans votre cas, en l'occurrence, les choses se sont très bien passées. Mon sentiment, c'est que pendant 3 jours, on entend parler d'énormément d'enjeux qui sont très forts et qui nous dépassent. Des enjeux sociaux, des enjeux de précarité énergétique, des enjeux de climatique. Et on sait qu'on est face à un mur. Et donc, il y a quelque chose qui peut faire peur et qui est vraiment extrêmement impressionnant. Et à côté de ça, on entend parler d'innovation un peu à gauche, à droite. Moi, le message que je veux faire passer, c'est que l'innovation n'est pas un élément comme ça, un peu de facilitation dans un coin. C'est justement celui-là qui doit normalement ouvrir la voie aux réponses à tous ces enjeux-là. C'est-à-dire que c'est une manière d'aller chercher, une manière d'adresser quelque chose. Innover, c'est faire quelque chose de nouveau pour répondre à un enjeu nouveau. Là, il y a des enjeux nouveaux ou qu'on connaissait depuis un moment, mais qu'on commence nouvellement à comprendre. Et donc, il va falloir faire autrement, tout simplement. Donc, évidemment, l'innovation, avec un mot qui fait un peu peur, c'est juste ça, c'est adresser cette question-là. Et ça passe par des innovations techniques, ça passe par des innovations managériales, au sens de l'organisation, d'une gouvernance, d'une manière de travailler. Donc là, la structuration au sein des bailleurs, je pense qu'elle se poursuit. Il y a un exercice de diffusion. Et moi, s'agissant des startups, puisque c'est le sujet du jour, je pense qu'il y a un vrai enjeu d'agrégation des solutions, parce qu'aujourd'hui, vous avez plein de briques qui répondent à plein de sujets. Mais pour un bailleur, c'est hyper compliqué d'arriver à agréger toutes ces briques. Déjà, sur chaque brique, il y a 3-4 acteurs. Comment on choisit le bon? Et puis ensuite, on vient l'agréger à d'autres. Est-ce qu'ils sont compatibles? Et la réponse, elle est en général pas donnée par une seule start-up. Elle est donnée par un ensemble de solutions, parfois avec le réseau associatif en combinaison avec des start-up, parfois avec les entreprises générales qui interviennent. Donc, il y a une vraie logique d'agrégation. On en a déjà un peu parlé. Je pense qu'il faut qu'on passe dans cette étape où on dit, voilà, quelles sont les solutions qui fonctionnent, quelles sont celles qui manquent aujourd'hui sur nos enjeux, où est-ce qu'il y a des difficultés, comment on saisit les industriels pour commencer à y répondre aussi, et puis comment on fait en sorte que les startups ensemble puissent s'agréger. Elles le font, mais elles le font entre elles, et je pense que notre rôle côté Impulse, c'est de le faire. Je pense que c'est le rôle, et c'est ce qu'on fait aussi avec le Hub, c'est ce qu'on fait avec l'Union. Je pense qu'il faut qu'on rentre dans cette étape-là pour plus être dans des petites solutions avec une relation bilatérale avec chacune des solutions. Je pense que c'est là que c'est par ça que ça passe. Une vraie prise de conscience que c'est un enjeu majeur, et puis la capacité à agréger les solutions. Blandine Cachot-Godino, je vous dois approuver ce que dit Arnaud Ménard. Oui, tout à fait. Mais bon, il me connaît bien, je vais quand même nuancer sur quelques points. Non, mais sur l'agrégation, on est super d'accord. Après, le diable est dans les détails. C'est-à-dire que moi, je travaille pour l'instant beaucoup plus avec les collectivités. Sur les collectivités, il y a quand même des niveaux de maturité qui sont différentes. Donc, certaines collectivités qui sont très loin de l'innovation, effectivement, agrégation totale, on leur présente des packs de solutions, tout à fait. Sur celles qui ont plus de maturité, on peut être plus dans une mise en relation où elles vont aller choisir effectivement les solutions. Donc, j'apporterai juste cette nuance-là pour pas avoir une réponse monolithique pour l'ensemble des acteurs. Du coup, je ne sais pas comment ça se traduira sur le logement social. Et peut-être en contrepoint, et on est complètement d'accord, je l'ai dit, méthodologie, gouvernance, etc. Si juste on se dit ce qu'on a vécu avec la crise Covid, on voit aussi que l'innovation a eu là un terrain de jeu énorme parce que tout le monde était, alors je rejoins ton point sur un enjeu qu'on savait pas adresser. Et du coup, on a quand même eu, parce que moi ça fait 4 ans que je fais de l'innovation à la Banque des Territoires de cette manière-là, et je demande quand même des terrains de liberté, des marges de manœuvre réelles pour innover. On a quand même un certain nombre de process, de procédures, on l'a dit, sur les marchés publics, de contraintes, et qui tuent les startups. Enfin, franchement, on a un
décalage majeur entre notre capacité d'action et notre durée de projet et ce que peut porter en fait une start-up. Donc je milite quand même pour ces marges de liberté, et donc ça passe aussi également par du réglementaire pour vraiment donner des libertés d'action sur certains champs. Je travaille plus particulièrement sur le sujet de l'eau. Je passe un message sur la réutilisation des eaux usées. Je pense que là, on a un enjeu. On l'a vu cet été. Il faut qu'on avance vite. Donc, il faut se donner des marges de liberté. Et ça, c'est vraiment, je pense, vraiment indispensable. Donc, à la fois simplification, marge de liberté. Et ce qui va avec, c'est la prise de risque. Et ça, il faut quand même y aller sur un certain nombre de sujets. Et voilà, je fais des petits messages pour la Banque des Territoires aussi. Il faut des prises de risque pour innover. Patricia Dudonné. Juste peut-être en réponse, pour rebondir sur vos propos, par rapport à ce que vous disiez sur l'innovation, moi j'ai beaucoup insisté sur l'idée que l'innovation c'est effectivement pas la petite verrue qu'on vient mettre sur l'organisation. Dans les critères, le fait de définir des critères déjà, c'est de bien cadrer son besoin et pas de dire ah tiens c'est sympa ça si on essayait, ça c'est pas de l'innovation, et de dire comment dans nos process, comment dans ce qu'on fait au quotidien, on peut intégrer une dose d'innovation pour aller plus vite sur certaines choses, pour aller plus loin, pour répondre à des enjeux qui sont nouveaux et qu'on n'avait pas repérés dans nos process. Donc, je pense que ça s'intègre bien dans des process existants. C'est un enjeu majeur. Et donc, bien définir les critères au départ en disant qu'est-ce que j'attends aussi en retour d'expérience, qu'est-ce que j'attends aussi en récupération financière, plutôt que de partir un peu la tête en l'air. On n'est plus le temps des petites fleurs et il faut qu'on soit efficace. Ça, c'est la première chose. Et là où je vous rejoins, c'est que nous, effectivement, en tant que constructeurs, la question réglementaire, c'est une vraie question qui se pose à nous. Et quand on dit que sur certains thèmes, sur un des deux thèmes sur lesquels on bosse avec le CSTB, on a besoin d'avoir assez rapidement sur des éléments d'innovation, des validations sur des nouveaux matériaux, sur des matériaux un peu innovants qui sortent de l'ordinaire. On peut pas se permettre, nous on a des garanties décennales, on a des choses à mettre en œuvre, et si on n'a pas derrière assez rapidement des validations, des normes qualité, des normes de mise en œuvre, ça peut bloquer aussi le travail qu'on a avec les startups. Et effectivement, quand on est en expérimentation, on peut être hors marché public. Dès qu'on doit aller sur de la massification et de l'industrialisation, on doit repasser en marché public. Et vous l'avez dit à un moment donné, pour les startups, parfois c'est une marche qui est difficile à passer. Où nous, bailleurs, on a peut-être aussi un rôle d'accompagnement pour les aider à venir vers nous sur ces sujets-là, dans l'écriture même de nos pièces de marché et ainsi de suite. Mais je pense qu'on a aussi besoin que ça bouge au niveau réglementaire. Alors, oui. Peut-être juste là-dessus, il y a le décret achat innovant pour les achats de moins de 100 000 euros, qui a été quand même un facteur, un déclencheur, un accélérateur aussi de partenariat. Et donc le décret est reproduit, donc on peut continuer aussi là-dessus. C'est un des leviers. Merci, je pense que c'était important de le préciser.